Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Nouvel item 25, grossesse extra-utérine. Aujourd'hui, on part sur un épisode très imagé, j'ai envie de dire, où on avance vraiment dans l'histoire de manière générale avec une belle image pour essayer de se rappeler des principaux composants de cet item. Ça va être un épisode assez long parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations, notamment dans la fiche de cours de la fin d'épisode. Donc, on commence maintenant avec l'histoire. Notre belle équipe marcha encore quelques jours vers le nord. Elle arrive dans une ville portuaire qui s'appelle Onk. À l'ouest, elle est en contact direct avec la mer, tandis qu'au nord, elle borde un fleuve. Ce fleuve a une structure particulière. Il est en sens inverse. L'eau arrive par la mer et se dirige vers l'intérieur de l'île. Dès l'embouchure, le fleuve se coupe en deux. Une partie part vers le nord de l'île, en direction du lac sans fond, tandis que l'autre partie se dirige vers l'est, vers l'intérieur de l'île, pour atteindre le Grand Lac. Le groupe a voulu se rendre en centre-ville pour manger et récupérer des vivres pour la suite de la route. Seulement, quelque chose n'allait pas. L'ambiance était pesante. Les rues commerçantes étaient vides et les quelques personnes qu'ils pouvaient croiser semblaient totalement paniquées. Après plusieurs essais infructueux, ils réussirent à en stopper un qui leur expliqua. Le fleuve irrigue une bonne partie de l'île et approvisionne en eau les villes de l'Est. Le problème étant qu'une de ses branches est à sec. Depuis ce matin, elle est complètement bouchée. Un énorme rocher était apparu et bloquait désormais entièrement le passage de l'eau. Il se situe dans une partie avancée du fleuve avec un élargissement, c'est dans l'ampoule du fleuve. Si ça reste comme ça, l'ampoule va grossir par la pression de l'eau et va finir par inonder toute la ville. Heureusement, la deuxième division, qui part vers le nord, est toujours intacte et permet d'approvisionner au minimum les villes à l'intérieur des terres. Paul demanda si c'est un phénomène qui arrive régulièrement et quelle est la cause. L'homme va lui répondre que selon lui, il s'agit d'un groupe d'espèces animales qui a amené ce rocher, mais il ne sait pas trop comment, c'est déjà arrivé dans le passé mais jamais dans de telles proportions. Onk est une ville modeste de 14 000 habitants, mais ça représente tout de même 2% de la population de Ponty. Une destruction de cette ville serait catastrophique. Après avoir pris le temps d'expliquer à ces étrangers, cet habitant reprit son chemin en gardant son air angoissé. Notre groupe se dirigea alors vers le fleuve. Ils arrivèrent au port touristique et furent surpris de l'ambiance encore plus pesante que dans le centre-ville. Tous les restaurants et magasins étaient fermés. Il n'y avait absolument personne. On y ressentait clairement la souffrance de la ville par sa vacuité. Ils allèrent au bord du fleuve, et comme ils s'y attendaient, il était complètement vide. Il restait un léger ruisseau qui filait au fond de la travée créée par le cours d'eau habituel. Il devait correspondre aux quelques gouttes qui réussissaient à franchir le roc. Alors qu'ils étaient encore en train de regarder le lit du fleuve asséché, ils entendirent des voix venant de leur gauche, vers le rocher. En se rendant sur place, ils virent une foule amassée au niveau des barrières bordant le cours d'eau. En se frayant un chemin, ils arrivèrent au niveau de ce roc, bloquant l'eau. La scène était impressionnante, digne d'un barrage, mais celui-ci était naturel. On voyait déjà que l'ampoule avait grossi et que le niveau de l'eau avait monté et était près d'inonder la ville. Une première équipe de plongeurs avait été envoyée pour chercher à quel niveau l'eau réussissait à passer pour permettre le petit ruisseau de l'autre côté. Une seconde, beaucoup plus grande, cherchait d'où venait ce rocher. En général, il suffit de tester la présence d'HCG dans l'eau pour évaluer la présence ou non de ce rocher et depuis combien de temps il est arrivé. Julie prit une grande inspiration et souffla. Tous les autres membres du groupe la regardaient et semblaient savoir ce qu'il allait se passer, alors que Médicis restait dans l'incompréhension. L'eau continuait à monter et la situation devenait critique. Elle se dirigea alors vers l'équipe de plongeurs qui n'était pas encore partie. Elle expliqua qu'elle pouvait aider, il lui fallait seulement une tenue pour y aller. Sans trop comprendre pourquoi, les plongeurs eurent une confiance totale envers cet inconnu. Ils acceptèrent de l'habiller. Milo alla les voir avant qu'ils partent et parla avec eux. Il semblait le rassurer. Julie le prit dans ses bras. Après s'être changée, elle partit avec ses plongeurs. Elle était en tête de groupe et se dirigea tout droit vers le rocher. Toute la ville qui regardait la scène depuis le bord était dans l'incompréhension de la même manière que l'était Médicis. Elle arriva au niveau du rocher et plongea. On ne la voyait plus. Les plongeurs la suivirent. Il ne se passait rien, on ne voyait rien. Mais au bout de quelques secondes, il y eut du mouvement, un bruit venant du roc. Il était en train de s'effriter. Des petits bouts tombaient, et ils devenaient de plus en plus petits. La foule se tut quelques instants, le temps s'arrêta. Il n'y avait plus que ce rocher, qui rapetissait au fil des secondes. Il avait perdu la moitié de sa taille, puis trois quarts.
et après un léger temps d'attente supplémentaire, il avait complètement disparu. C'est à ce moment-là que l'eau se remit à couler. Le niveau baissa, la ville était sauvée. La ville reprit son souffle, et les habitants se mirent à crier. Médicis retrouva le sourire, mais ses amis, eux, restaient de marbre. Les plongeurs sortirent de l'eau, et 2 d'entre eux portaient Julie, inconsciente. Ils coururent vers elle, et Médicis les suivit. Fin de l'histoire. Ça s'arrête très brutalement. Bon, j'espère que vous étiez dedans, là j'étais à fond dedans, même moi j'ai été surpris de m'arrêter comme ça sur l'histoire. Mais ça se termine comme ça, on garde le suspense pour la suite. Qu'est-ce qui s'est passé à Julie? On verra bien. Déjà, vous avez vu l'histoire, elle était un peu plus longue que d'habitude. Hein. Elle a duré presque 5-6 minutes. Donc là, on va passer à la traduction. Gros épisode, je vous avais prévenu. Donc, on fait la traduction médicale. Déjà, on va commencer par définir la grossesse extra-utérine, tout simplement. La grossesse extra-utérine, c'est lorsque la nidation de l'œuf, elle a lieu en dehors du revêtement endométrial de l'utérus. On peut appeler ça soit une grossesse extra-utérine, soit une grossesse ectopique. C'est la même chose. Donc dans l'histoire, on représente ça par un fleuve qui se sépare en deux après un estuaire, avec les 2 branches qui représentent les 2 trompes. Ils vont réussir à arrêter un homme qui va leur expliquer la situation dans cette ville. Une des branches est bouchée. On peut estimer que dans une grossesse extra-utérine, l'œuf va se placer souvent dans la trompe et la boucher. C'est très imagé, mais ça permet de comprendre les liens. Le rocher qui bloque, lui, il est situé au niveau de l'ampoule du fleuve, au bout de l'estuaire. Ça nous permet de parler des différentes localisations d'une grossesse ectopique. Le plus souvent, la grossesse ectopique va être tubaire. Dans 70% des cas, dans la majorité des cas, dans le segment ampulaire du tube, au plus proche de l'ovaire. Dans 20% des cas, elle est interstitielle et dans 5% des cas, elle est pavillonnaire. Après, il existe des localisations assez diverses. Ça peut aussi être dans la partie interstitielle de l'utérus, sur l'ovaire, dans l'abdomen, dans le col cervical, ou même sur une cicatrice de césarienne, c'est possible. Et pour aller encore plus loin, parfois on peut avoir simultanément une grossesse extra-utérine et une grossesse intra-utérine. Et ça, on va appeler ça une grossesse hétérotopique. Bon, là je vais vous faire un léger rappel de l'anidation. La fécondation, du coup, elle se fait dans le tiers distal de la trompe, puis il y a migration de l'œuf dans l'utérus, une nidation 7 jours après. Et donc, il y a une nidation qui est ectopique, extra-utérine, si jamais il y a une altération de cette motilité tubaire, ce qui permet à l'œuf de se déplacer dans le tube. Donc, pour revenir à l'histoire, l'homme va expliquer que l'ampoule va grossir et va finir par inonder toute la ville. Et en fait, il va évoquer la principale complication de cette grossesse ectopique, parce que le développement de l'embryon dans le tube va faire grossir ce tube. Et dans le pire des cas, le tube il va pouvoir se rompre à cause, de l'embryon qui est trop gros, et ça peut causer un hémopéritoine. Et un hémopéritoine, là, ça devient tout de suite une urgence chirurgicale. Et c'est représenté par la ville qui se fait inonder. Et il explique aussi que l'autre branche est intacte, mais permet tout de même d'irriguer les villes du centre de l'île. Et en fait, ça, c'est juste pour évoquer le fait que s'il y a une grossesse extra-utérine, avec une chirurgie qui est nécessaire, si la trompe contralatérale n'est pas endommagée, ça n'a aucun impact sur les chances de grossesse. On peut couper une des 2 trompes, un des 2 tubes, mais toujours garder les mêmes chances de grossesse si l'autre trompe est toujours dans un bon état. Ensuite, l'homme va donner son avis. Selon lui, c'est une espèce animale qui est en cause. Et en fait, il me permet de faire la transition vers les facteurs de risque qui amènent à cette grossesse ectopique. On retrouve dans ces facteurs de risque les infections génitales hautes, avec notamment la chlamydia qui est en tête de file. On a aussi le tabac, les antécédents de chirurgie tubaire, les altérations de la paroi tubaire, l'âge maternel élevé. L'âge maternel élevé, c'est au-delà de 35 ans. Mais il y a aussi l'aide médicale à la procréation qui est un facteur de risque et les antécédents de grossesse extra-utérine. Et ensuite, l'homme finit par expliquer que Onc est une ville modeste de 14 000 habitants mais représente quand même 2% de la population de Ponty. Ça, c'est un peu d'épidémiologie parce que les grossesses ectopiques, ça représente 2% des grossesses, ce qui est l'équivalent de 14 000 grossesses par an en France. Et c'est un chiffre qui a doublé depuis les 15 dernières années, les 2% de grossesse ectopique. Ensuite, le groupe il arrive au port et au fleuve. Ils vont ressentir l'ambiance pesante et la souffrance de la ville ainsi qu'un petit ruisseau qui passe dans le lit du fleuve.
Et ça nous permet d'évoquer les principaux symptômes de cette grossesse qui sont les douleurs pelviennes et les métrorragies. Si une femme en âge de procréer vient aux urgences avec des douleurs pelviennes et ou des métrorragies, il faut évoquer la grossesse extra-utérine. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est réaliser un examen clinique, une échographie pelvienne et un dosage des bêta-HCG. C'est les 3 étapes importantes. Donc pour commencer, par l'examen clinique. À l'examen, on va chercher la date des dernières règles, la régularité des cycles et les facteurs de risque. Et ensuite, au niveau fonctionnel, ce qu'on peut retrouver, comme on l'a déjà dit, c'est des douleurs pelviennes, des métrorragies qui seront foncées et peu abondantes. C'est important de retenir que ces métrorragies elles sont foncées et peu abondantes parce que, à l'inverse, dans la fausse couche, ça va être des métrorragies qui sont rouges et abondantes. On peut aussi avoir un retard des règles, des signes sympathiques de grossesse, comme des vomissements, des nausées, une tension mammaire, et aussi des douleurs scapulaires qui sont causées par l'hémopéritoine. Mais après, ça, c'est les signes fonctionnels possibles, mais la grossesse extra-utérine, elle peut très bien être asymptomatique, c'est possible. Et ensuite, dans l'examen, on a aussi le spéculum, qui lui va permettre de vérifier l'origine endo-utérine des saignements. Et ça, c'est le plongeur qui vont regarder par où passe l'eau au niveau du roc dans l'histoire. Et puis, il y a la seconde équipe de plongeurs qui cherche d'où vient le rocher. Et on va parler de l'échographie qui, elle, cherche à situer la grossesse extra-utérine. Donc l'échographie, elle doit être effectuée systématiquement et sans délai. Ce qu'on va chercher, c'est une vacuité utérine. C'est le principal signe indirect de grossesse ectopique. Mais attention quand même à la grossesse hétérotopique qu'on a déjà évoquée. Si on trouve un sac gestationnel, grossesse hétérotopique, c'est quand on a à la fois une grossesse intra- et extra-utérine. On peut aussi visualiser à l'écho une masse latéro-utérine qu'on va retrouver dans 90% des cas du côté du corps jaune. Ça, c'est à l'écho endovaginal qu'on va retrouver ça. Et on note aussi que le passage de la sonde endovaginale, ça peut provoquer une douleur. Bon, c'est pas spécifique de cet item, mais c'est bon à savoir. Ensuite, à l'écho, autre chose, il faut aussi chercher un épanchement dans le cul-de-sac de Douglas, parce que s'il est présent, il faut faire une écho abdominale, ça peut signer un hémopéritoine. De la même manière, si on retrouve du sang dans l'espace interhépatorénal, donc l'espace de Morrison, ça signe aussi un hémopéritoine qui nécessite une chirurgie en urgence. Dans 15 à 20% des cas, on va pas retrouver de signe échographique. Dans ce cas-là, on refait l'examen au bout de 48 heures et on y associe les résultats de la cinétique du dosage des bêta-HCG, parce que les bêta-HCG, c'est l'autre examen qu'il faut faire en priorité devant potentiellement une grossesse extra-utérine. Et les bêta-HCG, forcément, sont demandés en urgence dans ce tableau. Et donc, j'en profite pour faire le point directement sur ces bêta-HCG, on enchaîne. Si on n'a pas pu déterminer la localisation à l'écho endovaginal, on va devoir prendre des seuils. Donc on prend un seuil de bêta-HCG à 3150 UI par litre. Si on est au-dessus de ce seuil de 3150, on peut exclure la grossesse intra-utérine évolutive. Parce que si on est au-dessus, plus on a de bêta-HCG, plus il y a de chances que ce soit une grossesse intra-utérine. Si les bêta-HCG sont à moins de 1500 UI par litre et il n'y a pas de signe de gravité, on va répéter le dosage à 48 heures pour évaluer la cinétique. Dans la grossesse extra-utérine, ils vont avoir une ascension mais qui est insuffisante. Puis ensuite, ils vont stagner. Alors qu'au contraire, ils vont doubler en cas de grossesse intra-utérine. Donc on a une hausse moins importante dans la grossesse extra-utérine. Et enfin, troisième seuil, s'ils sont à moins de 2000 UI par litre, s'ils ont augmenté de moins de 15% à 48 heures, on peut exclure la grossesse intra-utérine évolutive. Donc les contrôles à 48 heures sont importants. Maintenant, si on suspecte une grossesse extra-utérine, on va compléter ce dosage de bêta-HCG par un HémoQ s'il y a des signes de gravité et par un bilan préopératoire avec un bilan biologique et un bilan pré-méthotrexate selon le contexte. Et donc l'HémoQ, c'est un mini test biologique qui comporte glycémie, hémoglobine et plaquettes. On continue, on arrive presque au bout, je sais que c'est long, mais on y est presque. Parmi les diagnostics différentiels, si les bêta-HCG sont positifs, on pense forcément à une grossesse intra-utérine, à une fausse couche spontanée ou à une molle idatiforme. Et s'ils sont négatifs, on peut penser à un kyste hémorragique du corps jaune
à d'autres causes de saignement comme des tumeurs ou des lésions traumatiques, mais aussi à d'autres causes de douleur comme une salpingite aiguë ou une infection génitale haute. S'il y a des signes cliniques de gravité et en cas de doute, la célioscopie en urgence affirme le diagnostic. Et ça, c'est Julie qui va décider d'aller plonger vers le rocher. En fait, là, Julie, elle représente clairement la sonde de célioscopie. Ça nous permet de finir cet item par les traitements. Lorsqu'on a confirmé le diagnostic, il y a deux cas. Soit la grossesse extra-utérine est symptomatique, soit elle est asymptomatique. Dans le cas où elle est symptomatique, donc s'il y a des douleurs ou des métrorragies. Si on retrouve une instabilité hémodynamique, une défense abdominale ou un hémopéritoine à l'échographie, c'est une urgence chirurgicale. Donc on pourra faire une célioscopie, c'est la méthode gold standard. On a la salpingotomie qui est le traitement à réaliser s'il permet d'extraire la grossesse et stopper le saignement. Si le saignement est trop important ou le tube est trop altéré, dans ce cas-là on ira jusqu'à la salpingectomie, la résection totale du tube. La salpingotomie c'est juste on ouvre le tube pour extraire la grossesse, alors que la salpingectomie c'est la résection totale du tube. Si la patiente a un désir de grossesse, il faut privilégier la salpingotomie. Mais si la salpingectomie a été obligatoire et que la trompe contralatérale est normale, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, il faut rassurer la patiente car les chances de grossesse sont presque identiques. Maintenant, de l'autre côté, si la grossesse extra-utérine est paucisymptomatique ou asymptomatique, on peut évoquer le traitement médicamenteux par méthotrexate, d'où le bilan pré-méthotrexate dont on a parlé tout à l'heure. Et si jamais elle refuse, la chirurgie elle reste indiquée. Voilà, on est à la fin de l'épisode. J'avais dit, c'est un épisode assez long. Il y a eu énormément d'infos. Peut-être qu'il va falloir l'écouter plusieurs fois pour retenir un peu tout ça. Mais on a fait quand même là vraiment, on a fait un aspect très très complet, je trouve, de cet item sur la grossesse extra-utérine. Si vous arrivez à retenir la majorité de ce qui est dans cet épisode, vous aurez déjà beaucoup d'informations sur cette grossesse extra-utérine. Donc moi, je vous laisse là-dessus. Je vais pas faire durer plus longtemps. Je vous souhaite de bonnes révisions et à la semaine prochaine.